On a pas mal d'EHPAD, hein, on s'en cache pas. Sur 230 actifs, on en a plus de 100. Par contre, on n'a aucun des majors, des exploitants d'EHPAD. On n'a pas d'Orpea, on n'a pas d'EHPAD de Corian, on n'a pas d'EHPAD d'Orpea. Nous, on s'est spécialisé de fait sur des small et des mid-cap, donc des petits et moyens exploitants, qui nous permet d'avoir vraiment une relation de proximité. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ma question préférée. Donc ça va faire maintenant quelques mois qu'on est sorti de la crise du Covid et on va voir ce qui s'est passé pendant ces mois par rapport à certaines classes d'actifs en immobilier. Et notamment, on va parler d'immobilier cyclique et acyclique. Donc dans l'immobilier cyclique, c'est-à-dire des SCPI qui vont notamment être un peu plus impactés par le contexte économique, qui va sans doute bouger dans quelques temps. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'hôtellerie. Et dans une SCPI un peu moins cyclique, on peut même dire acyclique, la santé, on va parler d'immobilier de santé avec deux sociétés de gestion qui sont Estiam pour l'hôtellerie, avec Pierre Balu. Salut Pierre. Salut. Et du coup, Eurial, Tout à fait. pour la fameuse SCPI de santé que beaucoup de gens qui regardent la chaîne connaissent, Pierre Val Santé. Et on va un peu décortiquer et voir quelles sont l'actu de sur ces deux classes d'actifs immobilières distincts. Le but, c'est qu'il y ait un échange entre nous. Donc tout d'abord, je le fais en amont de la vidéo. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne, de commenter pour faire connaître la chaîne. L'idée, c'est que plus il y aura de commentaires et plus on va remonter dans les algorithmes. Et ça, c'est top. Si vous voulez échanger, je suis bien évidemment disponible sur LinkedIn. Et n'hésitez pas encore à me poser des questions. Si vous avez des questions sur votre patrimoine, on en discutera volontiers. Place à l'épisode. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une classe d'actifs dont on parle beaucoup, les SCPI, mais de manière aussi plus globale de certains thèmes d'investissement immobilier, que ce soit la santé ou l'hôtellerie, avec d'autres formules d'investissement on va dire dans l'accueil de touristes. Premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour dire en quoi vous êtes légitime de parler de ces classes d'actifs? Qui veut commencer? Moi, je peux me lancer. Vas-y, Pierre. Vas-y. Donc Pierre Balu, moi, je travaille actuellement dans la société Estiam, qui est une société de gestion historique. Auparavant, je suis passé par divers métiers, puisque ça fait une dizaine d'années que je travaille dans l'immobilier tertiaire. Je suis passé par des boutiques pour faire du brokerage, de l'asset management, du fund management, de l'investissement et du portfolio. Et aujourd'hui, je suis directeur du fund management, donc gérant des fonds pour Estiam. Alors Estiam, en quelques mots, donc c'est une société de gestion qui gère aujourd'hui 1,2 milliard d'actifs sous gestion au travers 5 véhicules. 5 SCPI et également un département qui a été monté il y a 1 an et demi qui s'occupe de Club Deal qui en fait crée de la valeur avec une recherche plutôt de TRI et des recherches de valeur, création de valeur à court terme. Sur la partie SCPI qui est plutôt des véhicules de rendement, on en a 5 avec finalement des thèmes assez différents puisqu'on a une SCPI de bureau qui fait 400 millions, qui s'appelle Estiam Placement Pierre, une SCPI de commerce qui fait 400 millions également, qui fait du commerce, et une SCPI hôtellerie qui fait un peu moins de 90 millions d'actifs sous gestion. D'accord. Et qui investit 100% sur la classe d'actifs hôtellerie. Et après, 2 autres véhicules un peu spécifiques. Et d'accord. Et on va se focaliser sur cette SCPI d'hôtellerie pour l'épisode. Ok, c'est très clair. Donc Timothée, je te laisse te présenter. Ça marche, merci. Timothée Francine, je suis responsable commercial au sein d'Eurial Service, qui est l'entité dédiée à la distribution pour les produits que gère ma société de gestion qui s'appelle Eurial. J'ai plutôt un background financier, j'ai fait des études en finance de marché et j'ai commencé en finance de marché également. Et puis ensuite, j'ai bifurqué plutôt sur de l'immobilier.
J'ai travaillé dans une société qui est leader dans l'investissement en nue propriété. Et donc, je me suis occupé de la distribution auprès de partenaires tels que toi, CGP, banque, assurance, etc. Et Eurial avait délégué la distribution à une grosse société de gestion de sa seule SCPI, parce que nous, à contrario, on n'a qu'une SCPI, qui est Pierre Val Santé. Et avec des divergences stratégiques entre ces deux sociétés. Et donc, on a décidé d'internaliser cette distribution l'année dernière. Et mon responsable est venu me chercher au sein de chez Perle. Et on est une équipe de 3 commerciaux qui avons divisé la France en 3 afin de convertir les partenaires historiques de la société de gestion et pouvoir distribuer de nouveaux produits et mettre en avant Eurial, qui est la société qui a toujours été derrière Pierre Val Santé. Pierre Val Santé, si je devais la définir, donc c'est ce que je dis, c'est un petit peu à l'inverse d'Estiam, mais on n'a qu'un produit, mais qui est un fonds qui pèse aujourd'hui quasiment 3 milliards, qui est, comme son nom l'indique, dédié à la santé, qui est une SCPI européenne, et même au-delà maintenant, on est passé outre-Atlantique avec des investissements au Canada, mais je pense qu'on y reviendra. 230 actifs qui sont dédiés à plusieurs secteurs au sein même de la santé, qu'on peut diviser par le secteur médico-social, tout ce qui est hébergement, le soin pur, le soin de ville, et également les bureaux, les locaux d'activité, mais toujours liés à la santé, qui sont loués à des entreprises. Ok. On va définir tout ça. Déjà, premier terme à définir pour les gens qui n'auraient pas eu la bonne idée d'aller voir l'épisode avec Swiss Life REIM sur les SCPI, ou avec Pauline Collet de chez Aldéran, où on parle également d'SCPI. Qu'est-ce que c'est une SCPI ? Moi, je dirais qu'une SCPI, déjà de premier abord, c'est un véhicule de rendement. Et c'est une SCI qui fait finalement appel public à l'épargne. L'idée est de créer un véhicule qui détient l'immobilier en direct et de pouvoir le commercialiser et le vendre finalement à travers de parts et qui sont beaucoup plus accessibles que l'immobilier en direct. Moi, si je devais schématiser, c'est comme une grosse enveloppe où on mutualise les fonds d'épargnants particuliers, et avec ces fonds, on va aller investir dans de l'immobilier, effectivement, selon une certaine thématique. Ok, donc c'est très clair. Simplement aussi, du coup, je ne sais pas qui veut rentrer dans le vif du sujet par rapport à sa classe d'actifs. Vas-y, je t'en prie, Timothée. D'accord. Okay. Donc, allez, c'est la partie santé. Le but, c'est qu'effectivement, Pierre, si tu as des questions, tu peux me couper à tout moment. Le but, c'est une conversation, comme on a dit. Donc, effectivement, la santé, on pense souvent aux EHPAD, mais il y a quoi d'autre quand tu parles de santé comme type de bien ? Alors, déjà, il faut définir la santé. La santé, selon les acteurs du milieu, diffère. Je veux dire, nous, on a vraiment une définition sur la santé, comme je le disais, sur le secteur médico-social. Donc, c'est l'hébergement. Ça peut être des EHPAD, des cliniques de soins de suite, des résidences-services seniors ou même des centres Alzheimer. On a une deuxième classe d'actifs qui est secteur sanitaire et soins de ville. Donc, on pense à des maisons de santé, à des laboratoires, des centres de dialyse, ce genre de choses, des cabinets dentaires. Et puis, comme je le disais, ensuite, nous, c'est des bureaux et de locaux d'activité. On a par exemple un actif qui est dans l'arrière-pays marseillais, qui est le siège social européen d'une grosse boîte américaine qui est leader dans le diagnostic de cancer. Ça, pour nous, ça rentre dedans. Après, tu fais, je ne sais pas si tu l'as mentionné, des laboratoires d'analyse médicale, des choses comme ça, des pharmacies, des murs de pharmacie, je sais pas, peut-être. Oui, on fait du pharmacie, tout à fait. Okay. Et, mais après, il y a d'autres acteurs qui ont défini la santé, comme tout ce qui est lié au bien-être. Des spas, par exemple, tu peux avoir... c'est vrai, pourquoi pas, reste, après, j'y avais pas pensé, mais ouais. Et puis, au-delà de ça, effectivement, nous, la santé, c'est ce que je viens de dire, et puis nous, on a une dimension internationale que d'autres n'ont pas, et qui ont préféré avoir vraiment un impact quasi exclusif en France. Mais nous, on est exposé à 70% international, historiquement en Europe. On est allé très tôt en Allemagne. On a été, ce qu'il faut savoir, c'est si on reprend un petit peu l'histoire, on a été une des premières SCPI de santé. Et la première SCPI de santé à aller en Europe, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Irlande, Portugal, Espagne, Italie. Et plus récemment, on a dépassé l'Atlantique en allant au Canada. Donc, première question,
qui n'est pas dans mes notes, puisque j'y pense. Sujet de... Vous n'êtes pas forcément en zone euro ? On n'est pas zone euro, mais on rentrera peut-être dans le détail. Il y a des problématiques de devises ? Non, justement. C'est qu'on a négocié tous nos baux au Royaume-Uni, qui pèsent quand même pour quasiment 25% de notre portefeuille, pour que les loyers soient payés en euros. D'accord. Donc, il n'y a pas cette problématique de devise. Au Canada, on a fait la même chose. Avec l'année qui vient de se passer, ça nous a donné plutôt raison, parce qu'il y a eu des grosses variations sur le marché de change. Oui, parce que quand je parle de problématique de devise, ça peut être un bon point pour l'épargnant comme un mauvais point. Puis ça peut être couvert, finalement. Après, c'est le coût de la couverture sur le rendement. Est-ce qu'au final, tout à fait. Bon, on a préféré pas prendre cette alternative et se faire payer directement en euros, et que ce soit l'exploitant qui supporte ce risque. D'accord. Donc, globalement, la santé, c'est quand même quelque chose de très résilient. Parce qu'on est sur des très longues durées sur nos actifs. On est sur des actifs qui sont monovalents, qui sont monolocataires. Ce qui fait que, effectivement, toutes les SCPI Santé, et notamment Pierre Val Santé, a un taux d'occupation financier qui est excellent. On est au-delà de 98,5%. Donc, c'est plutôt plaisant. Tu peux définir, du coup, taux d'occupation financier pour les gens qui n'ont pas l'habitude ? Oui, bien sûr. C'est en fait le pourcentage des loyers encaissés sur la somme totale des loyers qui devraient être perçus de par nos exploitants qui nous payent les loyers. On loue les murs et donc ils nous donnent un loyer. D'accord. Voilà. Qui est c'est un indice un peu plus précis que le taux d'occupation physique. Tout à fait. Qui, lui, du coup, ne va pas refléter forcément la bonne trésorerie et les flux qui sont perçus, parce qu'on peut avoir des franchises, notamment puisque dans l'immobilier tertiaire, souvent, c'est le locataire qui fait les travaux contre une absence de loyer un petit moment, le temps des travaux, ce qu'on appelle une franchise. Certaines SCPI doivent mettre dans le calcul, ça c'est pour le petit côté un peu plus précis, mais les VFA, je ne sais pas si vous construisez ou si... Ouais, on construit. Donc forcément, quand tu n'as pas le toit, tu as un actif, mais tu n'as pas le locataire, forcément. Tout à fait. Alors, tu peux faire baisser le... Nous, nos constructions, elles sont rémunérées. C'est-à-dire qu'on a un rendement en face. Ok. Mais c'est vrai que l'ASPIM a changé le mode de calcul du taux d'occupation financier. Et qu'effectivement, il y a le taux d'occupation financier qui l'ASPIM, pareil, c'est l'organe de régulation qui vous surveille en tant que société de gestion. Exactement. Qui régule justement les modes de calcul, les indicateurs qu'on doit présenter aux investisseurs et au travers de tous nos bulletins trimestriels ou rapports annuels. Et effectivement, donc, il y a deux calculs. Il y a le taux d'occupation physique qui s'exprime en mètres carrés, finalement, et taux d'occupation financier qui est loyer quittancé pour nos locataires. Et le calcul a été modifié pour intégrer justement ces rémunérations de VFA, choses comme ça, qui n'étaient pas intégrées auparavant. D'accord. Pour revenir du coup sur la partie santé, tu évoquais certains types d'immobilier. Quels sont les avantages et les inconvénients, je ne sais pas, d'une résidence senior ? Pourquoi aller plutôt sur une résidence senior que sur de l'EHPAD ? Pourquoi aller sur des labos d'analyse de la pharmacie ? Est-ce que... En fait, les différentes typologies d'actifs ont des avantages et des inconvénients. Généralement, le soin de ville, quand on regarde notre portefeuille, c'est quand même les actifs qui sont les plus rentables, mais c'est aussi les actifs qui sont les plus rares, parce que forcément, le soin de ville, comme son nom l'indique, c'est en ville, et l'immobilier, c'est l'emplacement. C'est du coup maison de santé, oui, cabinet dentaire, tout ce que tu peux voir dans la rue actuellement, les laboratoires, comme je te disais, les centres de dialyse, etc. Et question bête, j'ai un père qui est dentiste. Ouais. Qui est propriétaire de ces murs via une SCI classique, très commun chez les professionnels de santé. Il veut nous la vendre. Ah bah pourquoi pas, après je suis pas sûr que, vu là où il est installé, ça vous intéresse, et vu les volumes, ça va vous faire des sacrées lignes au bout d'un moment dans votre gestion, mais pourquoi pas, il sera ravi. Surtout qu'il a 67 ans, il va pas tarder à arrêter, mais... non, c'est pour ça, trouver effectivement des centres dentaires qui auraient intérêt à externaliser les murs, c'est facile. Alors nous, on a de la chance parce que, comme je disais, on était une des premières SCPI en santé, et on travaille avec des exploitants historiques.
Et on ne fait pas des opérations one-shot avec eux. Comme je le disais, on avait 230 actifs. On a environ 80 exploitants avec qui on est très proche. On aimerait d'ailleurs aller encore plus loin dans le partenariat avec un autre véhicule qui est une SC pour faire à terme des opérations de private equity avec eux, donc rentrer dans leur capital. Et ces exploitants nous font remonter des opportunités que mon pôle investissement étudie. Et on dit si on y va ou si on n'y va pas. Donc on a 80 exploitants et on a 230 actifs. Sachant que 60% des possibilités d'investissement qu'on étudie, c'est les exploitants eux-mêmes qui nous les font remonter. D'accord, c'est comme ça votre sourcing Oui, après, en fait, ça dépend également des pays. Parce que comme je te disais, on est dans 8 pays différents. Ouais, Ok. différents. Et parce que c'est une grosse question que beaucoup de gens se posent, il y a eu quand même, c'était la santé, l'Eldorado sur un ratio rendement-risque hyper intéressant. Donc forcément, les acteurs, et je posais la même question à Pauline Collet, donc d'Aldéran pour la logistique, ça y est, tout le monde a compris que c'était l'Eldorado, tout le monde va y aller. Au bout d'un moment, qu'on a ratiboisé tout le coin à Cep, si je puis dire, il faut trouver d'autres coins. Donc ce que vous faites en allant voir, on va dire, dans d'autres contrées plus ou moins exotiques. Mais ma question, c'est se dire aujourd'hui, quel rendement il faut que tu arrives à trouver pour... parce que le but, c'est donner quoi, du 4,50 à peu près dans la santé? On a un petit peu plus... On est au-delà, nous. Alors, d'accord, ça dépend okay. si tu parles de brut de fiscalité ou... brut, on va dire. Brut, nous, alors en 2022, on a délivré du 5,35, le taux de distribution, du coup, le rendement brut. On essaye d'être entre 5 et 6. Après, ça dépend des actifs. Et ce que je voulais dire, c'est que effectivement, les actifs dans la santé, ils sont liés à quelque chose qui est tangible, c'est la démographie. Donc, c'est pas comme les autres grandes classes d'actifs marchandes où tu peux avoir des événements qui vont arriver. Là, la démographie, tu sais où t'en étais il y a 50 ans. Tu sais où t'en es aujourd'hui et tu sais où t'en seras dans 50 ans. Donc, on a assisté à un baby-boom à l'après-guerre, qui est aujourd'hui un papy-boom et qui va devenir un dependence boom. Donc, on sait qu'on a déjà une profondeur de marché qui va être intéressante dans les prochaines années. Mais le sujet, c'est l'après-dependence boom. Ouais, mais on a encore un petit peu de marge. S'il n'y a plus personne, personne à soigner. Voilà. Tout à fait. Mais ça, c'est sur quand même du moyen-long terme. Je lisais un rapport qu'avait résumé BFM qui disait que là, dans les 30 prochaines années, ce rapport préconisait 300 000 places en résidence-service senior et 60 000 en EHPAD. Donc, d'accord. Différence entre résidence senior et EHPAD? Résidence senior, alors si tu fais par rapport à l'âge, c'est un petit peu avant l'EHPAD, c'est-à-dire que résidence service senior, tu es quand même indépendant, il y a un point médical, mais tu as une certaine indépendance qui est plus ou moins forte selon les résidences service senior. C'est souvent des gens qui veulent se sociabiliser, quoi. Tout à fait, ouais. Qui sont peut-être un peu... mais physiquement et cérébralement encore aptes. Tout à fait, et qui ont, comme son nom l'indique, des services liés à la résidence elle-même. Donc, une personne à l'accueil 24 sur 24 s'il y a un pépin. Parfois, il y a des restaurants qui sont intégrés. Enfin, voilà, différents services qui peuvent aider les personnes qui sont âgées. Et puis, les EHPAD, c'est vraiment des personnes qui sont dépendantes et du coup qui ont besoin d'un suivi continu. Ouais, donc là, c'est pas un choix en disant on nous y envoie par décision médicale. Ouais. Parce qu'on peut plus rester à domicile. Donc pour AVC, Alzheimer, des choses comme ça. Ok, la question que je me pose, autant tu vois, forcément sur l'EHPAD, il y a d'autres sujets dont on va parler sur l'EHPAD d'actualité. Évidemment. Mais pour moi, il y a un marché qui est là, qui va pas forcément être mis en cause, sauf si, et ça c'est un prospect gériatre qui m'a sorti ça, c'est quid si on peut réparer ton Alzheimer par une intervention chirurgicale du cerveau ou un procédé médicamenteux, je sais pas, un vaccin pour éviter les AVC. Ouais. Bon, avant qu'on trouve ça, effectivement, on a quand même une population qui va être malheureusement dépendante et une augmentation et de plus en plus du niveau de vie, de l'âge, de l'espérance de vie, effectivement, mais pas en bonne santé. C'est ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, tu as l'espérance de vie qui a augmenté. On est aux alentours entre 83 et 86 ans, si je schématise. Par contre, l'espérance de vie en bonne santé, elle a augmenté, mais pas proportionnellement. Pas de manière proportionnelle. Ouais, pas proportionnellement. Okay. On est à 63, 64 ans. Donc, à partir de 63, 64 ans, selon le genre, tu as tes premiers problèmes de santé qui arrivent, qui se multiplient, qui s'intensifient. Donc,
63 à 83 Non, ans. pour moi, en termes de demande, malheureusement, s'il n'y a pas une avancée médicale, elle va toujours être là. En revanche, sur la partie senior, résidence senior, j'en ai visité, il y a des trucs hyper luxueux, hyper sympas. C'est pas du tout le mouroir comme on pourrait imaginer des maisons de retraite, mais c'est quand même des gens qui ont un pouvoir d'achat, des retraités. Même si, malheureusement, et là c'est un débat, mais en France, on s'aperçoit que les retraités ont plus de pouvoir d'achat que les actifs. Et ils consomment moins. Voilà, ils consomment moins. Mais au-delà de ça, on est en pleine grève sur la réforme des retraites, effectivement. Et ce que je me pose la question, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir s'offrir ce genre de service ? Et est-ce qu'il n'y va pas un effondrement de la demande ? Alors, déjà, il faut prendre un petit peu de recul là-dessus. Comme je te l'ai dit, on est une SCPI santé européenne. Donc, le problème, par exemple, des retraites et de pouvoir d'achat qu'il peut y avoir en France, si tu prends notre SCPI aujourd'hui, ça nous impactera à hauteur de 30%. On a quand même une diversification du risque, apparemment, qui est intéressante de par le fait qu'on soit sur pas mal de marchés. D'accord. Ensuite, si tu reviens sur la France, comme tu le disais, finalement, les personnes âgées, c'est normalement celles qui ont le plus de pouvoir d'achat et qui consomment le moins, et donc qui vont faire des arbitrages pour pouvoir justement se payer une location dans ces résidences-services ou dans ces EHPAD. Et enfin, il y a également le fait qu'il y a une telle demande, et comme je te le disais sur les rapports, on préconise de construire, donc ça montre qu'il y a quand même cette fameuse profondeur de marché. Donc, si quelqu'un ne peut pas payer sa résidence-service, c'est très triste à dire et c'est pas drôle, mais il y a d'autres personnes qui vont pouvoir, eux, se l'offrir. Ok. Et ça fait un lien un petit peu avec ce qu'on a vu en EHPAD et certains scandales, notamment chez Orpea, Corian, on a vu ça. Autant, je comprends que quand tu dis sur une résidence de service, les gens, mais vous ne pouvez pas payer, il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir payer et qui va occuper la chambre, parce qu'il n'y a pas l'intervention de l'État. Autant sur les EHPAD, est-ce que quand on voit les dérives, la question que je me pose, c'est déjà vous, comment vous avez géré ? Est-ce que vous avez été impacté par, on va dire, le scandale Orpea ou Corian ou d'autres choses ? Et est-ce qu'au bout d'un moment, sur les rendements en EHPAD, parce que ça touche tout le monde, et voilà, et on a tous vu ces personnes âgées avec pas énormément de services, et ainsi de suite, et à payer des chambres excessivement chères, est-ce que l'État, au bout d'un moment, va pas mettre le haut là en disant « Attendez, vous pouvez plus matraquer financièrement une petite mamie » ou voilà, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Alors, je suis simplement pour les auditeurs, je suis pas fan de certaines personnes, et notamment de Charles Gave ou des gens comme ça qui disent faut fuir tous les placements où l'État est à l'intérieur. Mais effectivement, il peut avoir une notion de dire, et à la limite, les gens pourraient comprendre, l'investisseur n'a pas à se gaver sur le dos, j'ai parlé crûment, on n'a pas à se gaver sur le dos de personnes âgées. Ouais. Alors, tu as dit beaucoup de choses. Je vais essayer de résumer selon mon point de vue et le point de vue d'Orial. Déjà, il faut regarder, nous, les exploitants qu'on a. On a pas mal d'EHPAD, on s'en cache pas. Sur 230 actifs, on en a plus de 100. Par contre, on n'a aucun des majors des exploitants d'EHPAD. On n'a pas d'Orpea, on n'a pas d'EHPAD de Corian, on n'a pas d'EHPAD d'Orpea. Nous, on s'est spécialisé de fait sur des small et des mid-cap, donc des petits et moyens exploitants, qui nous permet d'avoir vraiment une relation de proximité. Et le problème qu'on a pu voir sur les EHPAD aujourd'hui, c'est un problème qui est national. Il faut avoir l'ambition de ses moyens. L'État aujourd'hui, en France, en tout cas avant le scandale, c'était compliqué d'avoir un agrément pour monter un EHPAD, mais une fois que tu avais cet agrément, c'était un contrôle tous les 21 ans. Et tu étais prévenu en amont, généralement. D'accord. Donc, effectivement... Ouais, tu remettais des fruits dans les corbeilles. Oui, ok. Quand tu es sur l'autoroute et que tu sais qu'il n'y a pas de radar, généralement, tu peux pousser un petit peu sur la pédale, quoi. Et en Allemagne, par contre, ils ont pris le problème un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que c'est plus facile d'avoir un agrément. Par contre, les lenders mettent chaque année 2,5 milliards d'euros sur la table pour contrôler les EHPAD. Donc, avec des sanctions qui sont peut-être aussi plus... Avec des sanctions qui sont plus fortes et avec le privé qui vient... comment dire, ils ont fait un espèce de TripAdvisor dont je crois que Corian s'est inspiré.
pour que des personnes indépendantes puissent noter les différents EHPAD selon les services prodigués, etc. Donc voilà, concernant les EHPAD. Tu me disais quoi d'autre sinon ? Non, simplement, effectivement, comment vous, la crise Orpea... Donc effectivement, on a. Donc, t'as répondu, vous n'étiez pas. On n'était pas impacté. On nous a beaucoup posé cette question forcément. On a réussi à y répondre sans trop de problèmes vu qu'on n'avait pas ça dans notre portefeuille. On se réjouit néanmoins pas de ce qui se passe sur le secteur parce que c'est un problème qui est structurel et que par contre on regarde le verre à moitié plein en se disant ok, il y a eu des dérives. C'est bien que ça a été découvert parce que ça va pouvoir permettre de remettre les choses à plat et d'avoir un vrai plan d'action. Et est-ce que vous avez, je ne sais pas si c'est possible techniquement, mais lancé des process auprès de vos locataires pour se dire on n'a pas envie d'avoir en termes d'image et surtout quand on parle d'ISR, des gens qui sont... moi j'ai le particulier donc il va se dire mais écoutez j'ai pas forcément envie d'aller faire du pognon sur le dos de personnes âgées avec des gens qui font n'importe quoi. Est-ce que vous avez en tant que propriétaire un droit de regard ? Un droit de regard, voilà, je sais pas. Écoute, ça je t'avoue que je ne crois pas. Ce qui se passe... non, ce qui paraît très logique. Ouais, voilà, si tu veux, toi, comme toi, ton propriétaire, si t'es locataire, il va pas venir voir ce que tu fais. Oui, ou tu as une cuisine, ton propriétaire, il loue à un restaurant s'il est... voilà, une hygiène douteuse. Il n'y a pas de label ou de choses comme ça qui permettent de mettre ça en avant. Pas encore, mais après on va pouvoir... Enfin, je pense que c'est ce que je dis, je pense que les choses sont en train de se mettre à plat et qu'on va avoir des plans d'action à moyen et long terme qui vont permettre justement d'avancer dans la bonne direction. Donc je pense que ça ira bien. Et encore une fois, nos partenaires... On fait plusieurs opérations avec eux, on est sur des partenariats de confiance historiques, donc non, il n'y a pas trop de sujets là-dessus. Et pour finir, on a pas mal d'EHPAD, on en a plus d'une centaine, mais finalement, en France, on en a moins de 20. D'accord. Donc finalement, c'est assez marginal dans notre portefeuille, les EHPAD en France. D'accord. Et dans le fonctionnement de ces différentes classes d'actifs, tu vois des choses vraiment différentes entre les pays ? Par exemple, une clinique privée en Allemagne ou... alors, des choses spécifiques. On voit différents types, quand je parle de l'hébergement, on voit des différents types d'hébergements qui sont en train d'émerger et qu'on a également importés en France, notamment des colocations de seniors. On travaille avec un exploitant qui s'appelle Cosima qui fait ça. Donc c'est des unités plus petites, on est sur un actif avec une quinzaine d'habitants, de locataires, et qui sont gérés par 2-3 personnes. Et ça permet justement de ne pas industrialiser et avoir les dérives qu'on a pu voir. Par contre, il n'y a pas d'assistance médicale continue, donc c'est des médecins qui viennent ponctuellement. Aux Pays-Bas, on a pu assister aussi à des résidences mixtes. Donc, si tu veux, intergénérationnel. Exactement, ouais. T'as trois bâtiments. T'en as un, c'est pour personnes dépendantes, l'autre pour personnes semi-dépendantes, et puis l'autre pour personnes indépendantes. Ça permet de... D'accord, international dans ce sens-là, ok. Génération qui est quand même âgée, quoi. Ouais, moi, j'avais visité dans une ancienne vie, justement, un complexe qui intégrait vraiment de la crèche jusqu'à vraiment... accompagnement fin de vie. Et c'était assez intéressant de voir effectivement les différents bâtiments qui intégraient ces différentes typologies de personnes qui intégraient ces actifs. Et il y avait c'était un peu marketing où les personnes âgées allaient donner du temps peut-être pour surveiller. C'était et inversement. C'était l'idée du promoteur, c'était un bâtiment neuf. C'était l'idée du promoteur de pouvoir justement croiser ces générations. Et qu'il y ait du lien entre ces personnes. Je pense que c'est une partie de la solution, très clairement, pouvoir mélanger un petit peu les générations pour recréer de la vie. Et puis, les seniors ont des choses à nous apporter. On voit rien qu'effectivement la crèche, garder les enfants aujourd'hui, le soutien scolaire ça peut nous aider, ouais, tout à fait. Ok, donc pour parler des points compliance sur les rendements, donc effectivement les rendements annoncés sont les rendements passés et ne préjugent pas des rendements futurs, bien évidemment, et qu'une rentabilité s'analyse sur le prisme du risque,
plus la rentabilité est élevée, ça veut dire que plus le risque est élevé. Donc, faites attention quand même quand vous regardez des classements où vous avez peu d'explications, on compare un peu les torchons et les serviettes avec des rendements hyper élevés, d'autres pas, il y a souvent il n'y a pas de magicien en fait. Dans le milieu de la SCPI ou de l'immobilier global, tout s'explique. Et souvent, le rendement supplémentaire est lié à une prime de risque plus élevée. Donc voilà, ce qui explique cela. Ceci étant dit, donc on est aux alentours des 5%, si je comprends bien aujourd'hui. Oui, alors sur 2022, on annonçait un rendement brut de fiscalité. Alors on a des attraits fiscaux qui sont liés à notre exposition à l'étranger. On a des accords bilatéraux. La France a des accords bilatéraux avec les pays pour avoir des crédits d'impôt par la suite. Mais donc une fiscalité plus douce sur la partie étrangère, ouais, tout à fait. Notamment sur la CSG. Oui, tout à fait. Exactement. Voilà. exactement. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir des revenus de sources étrangères qui peuvent être hyper intéressantes sur la fiscalité. Un point dont très peu de CGP parlent. Attention, puisque ça a l'effet inverse en cas de décès. L'associé de la SCPI, donc l'investisseur qui décède, peut avoir des problèmes successoraux par rapport aux pays étrangers et comment. Donc, voilà, ça peut créer une petite usine à gaz, donc ça, c'est à surveiller. C'est pour ça, au lieu d'aller souscrire, je ne devrais pas vous le dire si vous faites de la souscription en interne, mais voilà, c'est bien d'avoir un conseil aussi sur les aspects civils et fiscaux et pas uniquement regarder les classements, meilleur rendement, j'achète ça et puis... Voilà, je suis content. Effectivement, c'est ton rôle et tu le voilà, fais très bien. Je prêche pour ma paroisse, mais effectivement, c'est des sujets qu'on peut voir parce qu'on peut avoir un super véhicule s'il est avec une mauvaise méthode d'acquisition et qui ne rentre pas dans une approche globale d'investissement patrimonial, bah, la solution peut ne pas être forcément si adéquate que ça. Ok. Tu as des choses à rajouter sur la partie santé? Du coup, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on a annoncé 5,30 de rendement sur 2022, on a fait 5,35. Et pour finir justement sur les EHPAD, on dit souvent que c'est la méchante machine à cash, mais quand on regarde nos portefeuilles d'acquisition et nos rendements, ils sont dans la fourchette basse, les EHPAD. Alors, on en a beaucoup, donc ça en termes de valorisation. De tu vois, moi, je pensais peut-être à tort que c'était justement des actifs où on ne trouvait plus de rendement sur les EHPAD. Vu que c'est tellement cher que tout le monde... vous arrivez peut-être à acheter moins cher que la moyenne. Mais... Et surtout, je voulais en parler, puisque donc, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup la SCPI. Un autre sujet, c'est qu'il y a une grosse différence entre acheter de l'EHPAD via un fonds SCPI et acheter de l'EHPAD en direct. Voilà, parce que les prix sont stratosphériques aujourd'hui par rapport au mètre carré. Tu parles en LMNP, c'est ça? Oui, en LMNP, oui, puisqu'il n'y a plus de Censi-Bouvard, mais effectivement en LMNP. En direct, et que moi, je trouve que le vrai sujet, on parlait un peu résidence senior versus EHPAD. Donc, j'ai critiqué la résidence senior, mais un autre côté, c'est que si vous l'achetez en direct, la résidence senior, bah, pour moi, c'est une classe d'actifs qui pourra se réhabiliter un peu plus facilement en immobilier traditionnel, tandis que l'EHPAD, du fait de son architecture et de composantes techniques, on aura un peu plus de difficultés. Et gérer soi-même un EHPAD, et on n'est pas gériatre, et voilà, ça nécessite des compétences. Donc, privilégier plutôt, quitte à payer des frais, oui, quitte à payer tout ça, mais passer par des véhicules dédiés qui, eux, ont une capacité d'achat du fait du volume, du fait de réseau, bah forcément d'avoir un rendement à 5,30, parce que si vous achetez ça fait des années que j'en ai pas proposé des EHPAD vu les prix, mais en direct. Mais je doute qu'à part du second marché, je pense pas que vous ayez du 5,30 sur n'importe quel opérateur en direct, non, pas en particulier. Voilà. Donc voilà pourquoi effectivement la SCPI peut être un bon véhicule. Sans rentrer dans les détails, puisqu'on avance et parle un peu d'hôtellerie, vous avez une société civile qui, voilà, chez les assureurs aussi. Chez les assureurs, en fait, nous, le but réel, c'est d'être un pure player santé. C'est-à-dire qu'on sait faire une chose, on sait bien le faire, c'est agir dans la santé et que la santé. Alors là, super, je voulais conclure sur la santé, mais j'ai une autre question. Vous avez un gros concurrent, on ne va pas dire le nom, où vous tirez la bourre. Il y a confrère. Voilà, sur la santé, mais il y a un sujet, et c'était notamment sur cette incapacité à trouver des deals santé
avec du rendement, et tout d'un coup, on a vu dans cette SCPI une poche bureau arriver. Et le débat, j'ai dit, mais attendez, moi, quand je fais des allocations, je mets tant de santé, je mets tant de bureaux, de zones d'activité, ainsi de suite. Si vous commencez à modifier dans la SCPI le pourcentage de classes d'actifs, moi, mon alloc, elle va plus ressembler à rien. Et cette société de gestion a eu un argument qui est tout à fait entendable. C'est faut-il mieux, si on collecte, faut-il mieux absolument faire de la santé sur des rendements moins bons parce qu'on a de l'argent dans les poches, ou ouvrir la SCPI, notre classe d'actifs, où on pourra trouver des rendements équivalents pour ne pas diluer le rendement global de la SCPI. Ça, Pierre pourra en parler, mais c'est la difficulté même d'une SCPI, c'est de pouvoir investir le montant que tes commerciaux ont collecté. Enfin, donc, c'est un problème une problématique de toutes ces SCPI. Oui, et puis c'est l'avantage, Timothée en parlait, c'est l'avantage aussi d'étendre un peu son spectre d'investissement. Et c'est aussi, je pense, pour ça que Rial est parti sur d'autres pays différenciants. C'est aussi étendre son spectre et élargir. Si on se concentre uniquement sur la France, le marché n'est pas assez grand. Pas assez profond. Pas assez profond. On a grandi la profondeur de marché et ça permet à la fois de capter des opportunités et de répondre à une collecte si elle est abondante. Ouais. Ok, c'est très clair. On a fait le tour sur la santé. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Ok, il y a une question sur un groupe Facebook, le Club SCPI. Je leur fais un petit coucou. Il y a pas mal d'épargnants qui sont dessus et de professionnels, des confrères CGP qui répondent de manière sympa aux questions, bien que certains, on va dire, investisseurs cherchent à payer le moins de frais possible et à gratter du conseil. Mais bon, voilà, c'est le jeu, et je remercie les confrères qui participent à donner de leur temps et à répondre à ces questions. Une question globale pour tous les deux. On entend souvent dire que l'immobilier est un rempart contre l'inflation. Est-ce que forcément vos baux sont indexés à l'inflation ? Tu veux commencer ? Je peux commencer. Nous, c'est un sujet important, puisqu'aujourd'hui, on est sur des niveaux d'inflation qui sont assez importants. Et oui, effectivement, nos baux sont... alors, ça dépend des classes d'actifs, mais nous, c'est sur l'ILAT. Et effectivement, les baux sont tous indexés sur plus ou moins en fait, une composante qui intègre l'inflation. Ouais. Okay. Nous, on a une autre approche du fait qu'on soit dans pas mal de pays. On a des clauses d'indexation selon les pays, en fait. D'accord. Qui sont certes pas toujours suffisantes au vu de l'inflation qu'on a eue cette année, mais qui ont le mérite d'exister. D'accord. Après, moi, c'est aussi ce débat-là sur l'inflation, c'est que je me dis, c'est que si tu tartines ton locataire avec des augmentations de loyer du fait de l'inflation, alors que tu as le droit contractuellement parlant et juridiquement tout est nickel et tu es dans ton bon droit, c'est au bout d'un moment de la renégo. Si, parce que l'inflation, on nous a dit qu'elle allait être contrôlée et transitoire, et voilà, bon, je pense qu'on en est loin et qu'on va avoir de l'inflation pendant un moment. Si au bout de 4-5 ans, tu lui mets des revals de loyer de 5-6% pour suivre ton inflation, au bout d'un moment, est-ce que tu ne vas pas perdre ton locataire à terme ? Il y a une question de taux d'effort, donc il faut que l'équilibre soit viable pour l'exploitant ou pour le locataire, effectivement. Ouais, tout à fait. Et puis, il faut également voir que la SCPI, finalement, on est un peu le dernier maillon de la chaîne. Parce que ces hausses de prix vont être répercutées au niveau du locataire, mais du particulier. Donc moi j'entends les personnes qui louent par exemple dans les résidences services seniors. Ensuite il y a l'exploitant. Donc là on revient sur la dichotomie senior EHPAD. C'est autant tu vas augmenter ta chambre d'EHPAD, malheureusement les gens n'auront pas le choix. Je veux dire, quand malheureusement tu n'auras pas le choix, tu vas taper dans le patrimoine. Voilà, c'est des sujets qu'on connaît en tant que conseiller. La personne hospitalisée, les enfants vendent la résidence principale, où madame ou monsieur ne peut plus habiter, et là tu vas avoir du capital qui va partir, mais tu n'as pas le choix. Autant si tu augmentes le coût de ta prestation en résidence senior, au bout d'un moment tu vas te couper du marché, quoi. Il y a des gens qui vont dire à ce prix-là j'y vais plus. Ouais, mais tu as une profondeur de marché, comme je disais auparavant, avec une telle demande. Mais bon, l'inflation, il faut également voir qu'elle va être là, effectivement. Alors, tu dis qu'elle va être là pendant longtemps. Pendant longtemps, je veux dire, pendant plus longtemps que ce qu'on nous a... Voilà, ça, c'est différent encore. J'entendais le gouverneur de la Banque de France qui parlait que ça allait commencer à se calmer
à peu près à cet été et que 2024, il avait pour objectif de ramener l'inflation à 2% 2023-2024. Enfin, 2024, pardon. Et, après, ça dépend, on ne va pas rentrer dans ce sujet, ouais. mais le calcul de l'inflation réelle, produit de nécessité ou pas, les fameuses théories des balles de tennis. Et nous, ce qui se passe, par exemple, sur l'hôtellerie, c'est qu'effectivement, il y a l'inflation, donc il y a le loyer qui augmente. Pour nous, c'est assez protecteur pour nos associés et pour les investisseurs vis-à-vis de l'inflation. Mais lui, l'hôtelier et l'exploitant, il va effectivement répercuter directement sur le prix de ses chambres. Une augmentation aussi du prix de ses chambres, c'est ce qu'on a vu là depuis un an. D'accord. Ok. Donc, pour la partie hôtellerie, donc hôtellerie, ça parle à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres types, résidences de loisirs ou des choses comme ça c'est vrai que je peux présenter un peu le fonds en question, parce que donc, on parle d'Estiam Capet-Bergimo. C'est une SCPI qui a été lancée en 2013, qui fait aujourd'hui un peu moins de 90 millions d'actifs sous gestion. C'est une SCPI en fait, qui, dans la stratégie, est de axer son développement sur l'hébergement multimodal. Alors, qu'est-ce qu'on intègre là-dedans ? C'est en fait toutes les typologies de locaux qui vont servir d'exploitation aux locataires. Donc on intègre dedans que ce soit les crèches, on peut intégrer des éléments aussi liés à la santé, des EHPAD, parce etc. Parce que du coup, crèche, de vous faites pas du l'hôtellerie. tout ? Non. D'accord, ok. Nous, on l'intègre dans le sens où effectivement le local qu'on va louer va servir d'exploitation. Et donc on l'intègre dans cette démarche-là. On intègre l'hôtellerie qui est quand même qui reste le plus gros marché. Et on intègre d'autres diversifications aussi pour élargir le spectre d'investissement. Et on intègre également l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, c'est le même principe. C'est le local qui va servir d'exploitation. Et en fait, toutes ces classes actives, ce qui les rejoint et le point commun avec tout ça, c'est qu'on va avoir un exploitant, un locataire, qui va avoir une vision long terme, puisqu'il va utiliser le local pour son exploitation. Et on a en fait une vision assez commune, dans le sens où l'idée, c'est qu'il entretienne correctement le local, puisqu'il l'utilise en exploitation. On a une durée de baux généralement qui sont assez longues, parce que voilà, on s'inscrit dans la durée. Et donc on est ça marche très bien finalement avec les SCPI. Et c'est des classes actives qui étaient très demandées en 2019 et qui aujourd'hui sont de nouveau demandées, puisqu'elles ont prouvé finalement. On va parler un petit peu de la période entre aujourd'hui et 2019. Est-ce que par exemple tu as un intérêt pour des hôtels ? Est-ce que tu te dis qu'il faut mieux prendre du 3 étoiles que du 4, 5 étoiles, Palace ? Est-ce que tu as des rendements plus élevés ? Comment tu valorises un hôtel en fait ? Alors, nous déjà, au sein du fonds, on est plutôt sur une stratégie d'avoir un bon mix entre de la clientèle affaires et de la clientèle tourisme. Et d'avoir, généralement, on est plus sur un milieu de gamme. On a comme locataire, par exemple, pour être assez concret, on a B&B qui est finalement un locataire qui s'inscrit à la fois pour les voyages d'affaires, mais aussi pour du tourisme. Donc on a l'hôtellerie économique, qui est un bon socle sur notre véhicule. Après, et qui est finalement, c'est là où on peut chercher les rendements les plus intéressants. Après, l'hôtellerie de luxe, on n'en a pas encore au sein du fonds, mais c'est des choses qu'on peut regarder. Mais généralement, les taux de rendement sont plus faibles. Donc, et est-ce que c'est lié à moins de volatilité ? Donc, tu vas acheter dans le fond de l'hôtellerie de luxe pour, entre guillemets, sécuriser le portefeuille, ou ça ne fonctionne pas comme ça ? Pas vraiment, parce qu'on le voit par exemple pendant le Covid, parce que ça a été un peu le crash test pour ce secteur d'activité. Ce qui a le plus souffert, c'est justement l'hôtellerie de luxe. Et qui était en centre-ville. Donc effectivement, du fait d'énormes charges. D'énormes charges, et puis du fait que la clientèle étrangère qui remplit généralement ces hôtels de luxe ne pouvait plus déplacer, même si c'est un facteur exogène et qu'on n'est plus dans ce scénario-là. Mais typiquement, ce sont les hôtels qui ont le plus souffert pendant cette période. Ok. Et est-ce que ça a du sens ? Parce que je pense à une autre société de gestion, tu parlais de Club Deal, qui sont avec un gros, je ne sais pas comment les définir, mais une boîte qui reçoit énormément de touristes, dans les dom-toms, et le but, c'est de les aider à passer un palier en qualité. Voilà, pour ne pas le citer, on parle de Trident, vous m'avez compris. Du coup, est-ce que vous faites un peu de la value-add en disant à un exploitant, nous, en termes d'immobilier, on peut te permettre de passer un cap
et créer de la valeur comme ça ou pas du tout? Ce qu'on peut faire, aujourd'hui on ne l'a jamais fait, mais ce qu'on peut faire dans un scénario qui est viable pour les deux parties, c'est d'intégrer une cellule de CAPEX en disant très bien, on va améliorer, upgrader l'actif, on injecte des travaux d'investissement. Et derrière, on compense avec un surloyer ou des loyers dans le futur qui vont venir compenser l'effort et l'upgrade de l'hôtel. Donc oui, c'est des choses qu'on peut faire. Ça, vous l'avez déjà fait? On l'a pas fait encore, non, mais c'est des choses qu'on peut intégrer dans ce modèle-là. Okay. Pour valoriser les biens. À la fois l'actif, les pérenniser dans le temps. Ok, d'accord. Non, là, c'est plus un travail sur travailler sur le prix de part. Plutôt que sur le rendement tout de suite, puisque même vous engagez des frais. C'est ça, même si c'est pas le... Alors on le fait dans des faibles proportions, parce que c'est pas le principe même de la SCPI, sinon on ferait ça plus dans un véhicule différent, vu que la SCPI c'est quand même une recherche de rendement et de long terme, donc généralement on peut le faire en petite proportion, mais pas en majorité au sein du fonds. Ok. Forcément quand on parle de tourisme, il y a des zones géographiques. Quelles sont déjà les zones dans lesquelles vous investissez? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément intuitif, une destination qui marche très bien et que... Voilà. On a, nous, au sein du fonds Estiam Cap-Vert-Gimo, on a investi aujourd'hui en France et 40% aussi en zone euro. 40% en zone euro, on est diversifié à la fois sur la Belgique, l'Allemagne et tout récemment on a acheté 2 actifs en Espagne, donc on a ouvert un nouveau pays. Et typiquement sur ces 2 acquisitions en Espagne, on en a fait une à Saragosse, qui est une ville qui fonctionne très bien, avec un B&B qui s'est implanté à l'intérieur de la ville, qui est à la fois sur une clientèle business et tourisme, donc on a un hôtel qui fonctionne très bien, et également un autre hôtel qui est exploité par Casual Hoteles, qui est une chaîne espagnole et portugaise, et qui Casual Hoteles s'est implanté dans la ville de Cadix, dans la pré-ville de Cadix, qui est la ville historique. Et donc là, on est plutôt sur une clientèle tourisme. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois une diversification géographique, et aussi une diversification au sein des actifs. Et dans les actifs, on entend les typologies, donc l'hôtellerie, mais même au sein de l'hôtellerie, on diversifie sur les typologies d'hôtels, économiques, tourisme, affaires. Puisque au sein du fonds, on a également une partie, et ce qu'on intègre dans l'hébergement multimodal, c'est aussi la partie séminaire. J'allais y venir, parce que c'est peut-être une vue de l'esprit ou une pensée qui est un peu pas forcément fondée, mais on entend dire que ça y est, les séminaires c'est fini, les boîtes ne veulent plus mettre d'argent là-dedans, que c'est... Bien au contraire. Là, parce que quand tu dis l'immobilier d'affaires, on a beaucoup. Moi, j'ai lu beaucoup d'articles qui critiquaient un petit peu ces hôtels un peu dans les zones limites industrielles où les commerciaux, s'ils pouvaient limite se faire payer un Airbnb en centre-ville, préféraient quoi. Oui, alors après, sur la partie séminaire, bien au contraire, c'est vrai que il y a une période de Covid et je pense que et les chiffres le montrent là avec les chiffres d'exploitation de Château-Forme, puisque c'est le locataire qu'on a pour la partie séminaire. Il se trouve où le Château-Forme? On en a plusieurs. On en a en fait en région parisienne, on en a aussi à l'est de la France, on en a aussi en Allemagne, donc on en a quelques-uns. Et typiquement, pour reprendre cet exploitant, effectivement, il n'y a pas eu de séminaire pendant quasiment 2 ans. Ils ne pouvaient plus exploiter, on ne pouvait plus se rassembler, on ne pouvait plus se retrouver. Et dès que le confinement est terminé, la première chose que les entreprises ont voulu faire, c'est justement se retrouver de la cohésion, recréer des synergies au sein de l'entreprise. Donc le marché du séminaire cartonne encore et a cartonné sur cette dernière année depuis qu'on est déconfiné, qu'on peut enfin se retrouver et se rassembler. Et qui plus est, si tu as développé ton télétravail. C'est-à-dire que pour au moins se faire rencontrer de temps en temps des gens qui télétravaillent d'un peu partout, le séminaire peut être effectivement l'occasion de recréer des liens, un team building et effectivement qui est très importante. Et effectivement avoir un esprit d'entreprise qui soit au top. Voilà, pour l'anecdote, Château-Forme, aujourd'hui, ils ont du non honoré. Donc, ils n'ont pas suffisamment de sites
pour honorer toute la demande qu'ils ont. Donc voilà, le marché du séminaire se porte plutôt bien. Et du coup, vous avez une optique de faire des investissements avec Châteauforme. C'est eux qui vous font monter des possibilités d'investissement. Ouais, historiquement, c'est un portefeuille qui a été acheté sur plusieurs années, mais effectivement, on est en lien étroit avec eux pour développer justement l'offre et retrouver d'autres châteaux, parce qu'ils ont une volonté de se développer et de continuer à s'étendre. Ok, c'est très clair. Sur la partie hôtellerie, donc forcément, quand on parlait d'un côté cyclique, donc si apparemment on nous annonce une future récession, donc qui dit récession, peut-être que les budgets pour les séminaires vont baisser, mais au moins le premier poste qu'on coupe, c'est les vacances. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez anticipé, vous travaillez sur un modèle qui peut être celui-ci ? Alors, je veux bien que tu précises un peu la question sur... C'est simplement qu'aujourd'hui, moi je me dis tout simplement, s'il y a une récession qui arrive, perte de pouvoir d'achat, que ce soit pour les boîtes qui veulent sauver un peu de trésor, donc forcément, on va peut-être pas faire 5 séminaires dans l'année. Donc, je me dis qu'on peut retrouver un problème au niveau des locataires sur Châteauforme ou autre, peu importe. Et d'un autre côté, c'est les touristes, au bout d'un moment, en cas de récession, le premier poste de dépense qu'un acteur économique, un particulier, c'est couper. On ne part plus 5 semaines à l'étranger. C'est pour ça, nous, qu'on veut justement être sur plusieurs typologies d'actifs et typologies aussi d'hôtels. On veut, si jamais effectivement il y a des budgets vacances amoindris, on veut être aussi sur des hôtels d'affaires qui vont contrebalancer finalement la demande et qui vont compenser le chiffre d'affaires pour l'hôtelier. Et sur la partie séminaire, en fait, ce qui s'est passé aussi sur ces dernières années, c'est que l'hôtellerie a su se réinventer et a dû se réinventer. Donc, du fait de la concurrence Airbnb, du fait de la concurrence Airbnb, du fait aussi de la fermeture, et qu'il a fallu, en fait, puisque une nuitée qui n'est pas utilisée, c'est une nuitée perdue. C'est dur de rattraper un chiffre d'affaires pour un hôtel. Pas venir 3 personnes dans la chambre pour récupérer. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, Châteauforme, typiquement, ce qu'ils ont, il y a pas mal de pistes stratégiques qui ont été étudiées, et notamment, ça a été d'optimiser les périodes d'ouverture. Et typiquement, Châteauforme, historiquement, a été ouvert uniquement la semaine pour des séminaires d'entreprise. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié la piste d'ouvrir également le week-end pour des mariages ou autres. Donc, des particuliers qui veulent se faire un week-end. Exactement. Châteauforme en Normandie ou autre, en Bourgogne, parisien. Tout le marché de l'hôtellerie finalement, cette situation économique et mondiale a permis à tous ces acteurs de se renouveler et de se poser des questions pour optimiser leur chiffre d'affaires. Après, s'il y a une récession, si jamais il y a une récession, ça va peut-être juste également rééquilibrer l'offre et la demande. Vu que tu dis qu'il y a une surdemande sur les séminaires, ça va peut-être juste l'atténuer et trouver un juste équilibre. Après, le secteur du tourisme, je crois que cette année, on a tapé les records, notamment en France. On est plutôt sur un développement. On a encore la partie asiatique qui n'est pas revenue complètement aussi sur le marché français ou européen. Mais dès lors que ça va être totalement libéré, ça va rajouter des flux de touristes. On n'a pas retrouvé non plus les niveaux de tourisme qu'on avait avant Covid. Donc on est plutôt sur une pente. Et donc il y a eu un sujet aussi dans les résidences de tourisme, notamment avec certains opérateurs type Odalis, qui ont eu du mal à payer les loyers, et notamment si on tape sur Google, on voit qu'il y a eu certaines regroupements d'investisseurs. Voilà, est-ce que c'est des gens avec qui vous avez travaillé ? Comment vous faites si vous avez peut-être plus de poids que Madame Michu qui a acheté sa chambre. C'est vrai que généralement, on a plusieurs hôtels pour chaque exploitant. Donc on a quand même du poids dans la balance dans ce genre de négociations. Et c'est ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières années. C'est qu'effectivement, les exploitants n'ont pas pu exploiter leurs locaux. Donc on s'est rapproché d'eux et on a trouvé une solution pour les accompagner. Et ça s'est concrétisé par octroi de franchise ou alors des reports de loyer étalés dans le temps. Et ce qui a permis en fait aux 2 parties de s'en sortir dans cette période. Mais on n'est pas exposé à Odalis
concrètement. Ouais. Voilà. Point aussi important, du coup, on parlait de ça avant de mettre play à l'enregistrement. On s'est aperçu que peu de sociétés de gestion, pas acceptent, mais ont baissé leur prix de part. Voilà, c'est une chose que Estiam a fait. Ouais. Déjà, dans un premier temps, pour faire de la pédagogie, est-ce que tu peux expliquer comment on détermine un prix de part, voilà, pourquoi on l'augmente, pourquoi on le baisse, sous quelles conditions, et effectivement, pourquoi la décision a été prise chez Estiam. Oui, c'est assez simple, hein, finalement. Le prix de part d'une SCPI est déterminé par la valeur de réalisation et de reconstitution. Et ce qui se passe, c'est que la valeur de reconstitution, elle est composée en fait d'un instant T, combien vaut la SCPI si on doit la recomposer. Cette composante, en fait, elle est également constituée des valeurs d'expertise. Valeurs d'expertise, on les compare à périmètre constant, et ce qui nous permet d'avoir une évolution en fait dans le temps. Ce qui s'est passé fin 2020 avec le Covid et la fermeture de tous les hôtels ou séminaires ou autres, c'est que les experts en fait sont venus dégrader les valeurs d'expertise de nos hôtels. Parce que pour l'expliquer au grand public qui ne sait pas forcément, la valorisation de ton hôtel se fait souvent par DCF, discounted cash flow. Ouais, alors il y a plusieurs méthodes par comparaison. Mais c'est souvent combien je vais rentrer de revenus. En fonction de cette somme de revenus capitalisés dans le temps, je vais déterminer la valeur de mon bien. Et comme forcément, on avait une incertitude sur le revenu et on ne savait pas quand le revenu, si je puis dire, allait revenir. Les experts ont intégré une prime de risque. Voilà. Donc on dit les hôtels vont moins cher, du coup vous avez baissé le prix de part. C'est la décision qu'on a prise, c'est que quelque part, généralement quand les valeurs d'expertise montent, le marché a tendance à augmenter le prix de part pour suivre l'évolution des valeurs d'expertise. On ne va pas se mentir, vous n'allez pas le dire, mais moi je vais le dire, pas pour vous, c'est que c'est toujours bien aussi de communiquer sur une part qui augmente. Commercialement, c'est plus facile. Sûrement. Et c'est tout en votre honneur de se dire, on va quand même... Bon, après, vous avez des obligations de l'AMF, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, mais c'est beaucoup plus compliqué après d'aller recollecter quand on a un prix de part qui a baissé. C'est ça. Et aujourd'hui, je trouve que niveau transparence et bienveillance, quelque part, lorsque le prix d'expertise monte d'une année sur l'autre, on augmente le prix de part. Mécaniquement, quand c'est l'inverse, c'est assez sain d'ajuster le prix de part. Donc, c'est ce qui a été fait tout début 2021. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que la valeur de nos hôtels ont des niveaux supérieurs ou équivalents à ce qu'on avait en 2019, avant Covid. Donc, on a retrouvé finalement la valorisation qu'on avait avant Covid. Et c'est assez intéressant à regarder comment finalement c'est composé, puisque les hôtels, les experts notamment, parce que c'est des experts indépendants qui valorisent tous les ans le patrimoine, les experts en fait ont intégré une prime de risque quand même sur l'hôtellerie, puisque avec tout ce qui s'est passé dans le passé, ils ont intégré une prime de risque. Mais finalement, avec l'indexation dont on parlait tout à l'heure des loyers, en fait, l'indexation des loyers, puisque c'est ça qui est capitalisé dans le futur, est supérieure à la décompression qu'ont intégré les experts. Et ce qui fait que nos valorisations sont en augmentation entre l'année dernière et cette année. Mais en fait, si je puis dire de manière cynique, c'est une mauvaise nouvelle pour les épargnants qui sont déjà dans la SCPI, mais pour les futurs investisseurs, vous allez prendre des flux et acheter sur une valeur des hôtels à moindre coût, vu que la valeur vénale a baissé des hôtels. On est à un momentum assez opportun pour un nouvel investisseur. Ouais. Voilà, pour revenir sur cette classe d'actifs. Et c'est pour ça. Et que le problème, après, il faut faire un mea culpa aussi, c'est que c'est facile de dire à vendre à quelqu'un, vous voyez, l'immobilier augmente, mais c'est comme... il faut acheter peut-être à un moment où c'est bas, être opportuniste. Et c'est à nous aussi, CGP, de ne pas tomber dans une démagogie au rendement le plus élevé et aux augmentations de prix de part régulières pour dire mais en fait c'est là où il faut y aller, il faut raisonner de manière un peu contre-intuitive. Non, c'est totalement vrai. Et puis on voit finalement que c'est un secteur d'activité, l'hôtellerie au sens large, qui a connu
avant 2019 qui avaient déjà résisté aux Gilets jaunes, qui avaient déjà résisté aux grèves, qui avaient déjà résisté aux attentats, etc. Et puis là, de nouveau, a été confronté 2020-2021 au Covid. Et finalement, le marché hôtelier se porte très bien aujourd'hui et c'est un secteur qui est très résilient sur le long terme. Les rendements moyens sont de quel ordre ? Aujourd'hui, on a une SCPI qui délivre du 5% de rendement. Donc on est, avec, effectivement, on en parlait tout à l'heure, un avantage fiscal puisqu'on a 40% de la SCPI qui investit en zone euro. Donc effectivement, pour l'associé final, on a, on va dire... un petit intérêt fiscal. Un petit intérêt fiscal sur cette partie-là. Ok. On entend souvent parler, pour revenir sur la baisse et l'augmentation du prix de part, d'un fameux tunnel de plus 10, moins 10. Est-ce que tu peux l'expliquer aux auditeurs, du coup ? Oui, en fait, c'est relativement simple. C'est qu'on a une valeur de reconstitution qui est établie par part et qu'en fait, imaginons que la valeur de reconstitution est à 100, et en fait, le prix de part doit se situer entre plus ou moins 10% de cette valeur de reconstitution. Donc on a un tunnel de plus ou moins 10% entre ces valeurs de reconstitution. D'accord. Donc si j'ai une valeur de 100, on va expertiser le parc. Si on me dit que je suis à 109, j'ai le droit de ne pas augmenter. Voilà. Tant qu'on est dans ce tunnel, on est... Mais si je suis à 111, mon prix de part passe directement à 111. C'est ça. Ok. Et inversement, si il a baissé. Ok. C'est pour ça que, il y a peut-être où c'était une mauvais timing pour certaines SCPI où effectivement le Covid les a basculés parce que on était proche des moins 10 et c'est le Covid, et d'autres qui n'ont pas, parce que beaucoup de clients nous disent mais je comprends pas comment les SCPI c'est ce qu'on disait, avec 200 points de base de remontée de taux ou ainsi de suite, et les gens ont l'impression que c'est le produit magique. Mais en fait, c'est que simplement, et notamment pendant le Covid, il y a des gens qui ont eu des valeurs d'expertise, qui ont juste frôlé le moins 10, mais qui n'étaient pas dedans et qui ont fait c'est bon, ça, et c'est reparti. Donc, on n'a pas à communiquer sur une baisse de part. Exactement. Ok. C'est ça. Voilà. Donc, il faut regarder, analyser cette partie. Aujourd'hui, effectivement, nous, on se retrouve avec un prix de part qui est bien décoté par rapport à la valeur de reconstitution. Voilà. Et les valeurs de reconstitution, à l'inverse, qui sont... il peut y avoir un danger de... Il faut analyser ça avant d'investir. Ouais. Donc, effectivement, challenger votre conseiller sur ces sujets-là. Je pense qu'on a fait le tour. Simplement, si on parle un peu de dernière question sur le report à nouveau. Le report à nouveau, on a... qu'est-ce que c'est déjà le report à nouveau ? Qu'est-ce que c'est ? Effectivement, c'est une réserve qu'on a au sein du compte de résultat du bilan des SCPI qui permet en fait, qui s'exprime en jour de distribution. Donc, quelque part, c'est demain, tout s'arrête, et on a une réserve qui permet de distribuer un certain nombre de jours de distribution pour l'investisseur. Nous, au sein de la SCPI, alors c'est assez lié finalement à la catégorie d'actifs, on a au sein de nos classes d'actifs des exploitants qui finalement s'inscrivent dans la durée et qui demandent peu de travaux et qui, avec des beaux triple nets, etc. On a finalement des niveaux de report nouveau qui sont plus faibles sur cette typologie d'actifs avec des exploitants. Nous, aujourd'hui, on se rapproche des 30 jours de report à nouveau sur la SCPI Estiam Bergimo. D'accord. Donc on a, normalement, l'idée c'est que ça oscille entre 30 et 90 jours en fonction des typologies d'actifs. Ok. Et du coup, en santé, vous êtes aussi... Moi, je vais te contredire parce que on est encore plus faible. On est à 13 jours de report à nouveau, mais c'est lié à l'activité, en fait. Quand tu as des beaux fermes qui sont à plus de 16 ans... tu as beaucoup moins besoin de réserve. Et surtout, on en revient au thème du début de l'épisode, c'est cyclique et acyclique. Quand tu es acyclique, tu as peut-être moins besoin de report à nouveau, plutôt que tu es dans un truc hyper volatile. Ouais. Et attention, le report à nouveau, c'est pas non plus... ça baisse le prix de part quand on le distribue. Souvent, c'est aussi pour ça que c'est pas toujours distribué. Et, c'est de la valeur. Hein, donc, exactement. C'est vrai que... on n'a pas parlé des paramètres de cette SCPI, mais nous on a un taux d'occupation financier de 100% puisque l'intégrité du parc est exploitée par nos exploitants. Et on a effectivement un thème un peu barbare, mais qui exprime la durée résiduelle des baux qui s'exprime par la WOLB,
qui est en fait la durée résiduelle jusqu'au prochain break des locataires. Et effectivement, comme le disait Timothée, on a des baux longs, et nous, au sein du fonds, on a une WALB de plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'on a 10 ans ce qui de flux sécurisé au sein du fonds. Ce qui est très long sur ton secteur. Ce qui est très long sur l'hôtel, oui. Ok, c'est très clair. J'ai vu, pour tout vous dire, il y a eu une lumière rouge, c'est qu'on a dépassé l'heure de... Je pense qu'il y a des gens qui veulent enregistrer. Simplement, très vite, deux recommandations, ce que vous pouvez recommander qui n'a pas lieu avec le travail, l'investissement, des choses qui vous ont plu. J'aurais bien recommandé un hôtel à Cadix, mais on va pas le faire. Mais du coup, non, j'aurais bien recommandé un restaurant, ça s'appelle Les Arlots, qui est dans le 10e, près de la gare du Nord. Et puis, s'il faut une deuxième recommandation, c'est allez-y, puisqu'on est dans le thème du podcast, en écoutant soit nos podcasts, soit les baladeurs. C'est assez intéressant comme podcast. Ça explique à des aventures ou des phénomènes assez intéressants à écouter. Je dis ça parce que je me suis fait opérer des yeux il y a quelques mois. D'accord. Et il a fallu que je tombe et que je découvre les podcasts. D'accord, ok. Mais c'était une belle expérience. D'accord, mais à découvrir. Et tu as l'adresse du restaurant ? Rappelle le nom du coup ? Oui, alors il faudrait que c'est Les Arlots, près de la gare du Nord. D'accord, ok, bon, les gens trouveront. Timothée, une recommandation ? Il reste très professionnel. Moi, c'est plus classique. C'est Le Monde sans fin, la BD de Jean-Marc Jancovici, qui explique l'évolution de la société, les besoins énergétiques et les conséquences que ça a sur le monde. Et pour le coup, c'est un sujet très complexe et qui est très bien expliqué. Donc, je le conseille, mais bon, j'ai vu que c'était le livre le plus vendu de 2022. Donc, Non, mais c'est toujours bien si les gens ne connaissent pas. Ouais. Ok, où c'est qu'on peut vous retrouver si des gens ont des questions, des CGP qui veulent vous rencontrer, des particuliers ? Alors, nous, nos bureaux sont toujours ouverts. On est au 9 rue de Milan. S'il y a des partenaires qui veulent venir, c'est toujours avec un grand plaisir. LinkedIn, je suppose ? LinkedIn. Contacter directement ? Facebook, Instagram, je suis facilement trouvable, je pense. Vous prenez les souscriptions des particuliers en direct ou pas ? Ou ils doivent se... Pas via le service, non. Donc, ils passent par MP Gestion, on est d'accord ? Ouais, tout à fait. Voilà. Non, et nous, nos bureaux sont situés au 9 rue de Téhéran, près du parc Monceau. Et voilà, effectivement, moi personnellement, je suis joignable sur LinkedIn. Estiam est présent également sur LinkedIn, donc on peut nous contacter via ce biais-là. Ok, super. Je vous remercie. Moi, vous pouvez, comme vous savez, me retrouver sur LinkedIn si vous voulez échanger sur votre patrimoine et vos objectifs patrimoniaux. On peut en discuter avec grand plaisir. Je le redis jamais assez. N'hésitez pas à communiquer sur la chaîne si vous avez aimé les épisodes. On va parler d'autres classes d'actifs puisque ça, je sais que c'est très demandé et l'évolution notamment du bureau, c'est prévu depuis la crise du Covid. Donc, je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, merci.